Salut les psychonautes, eh bien on espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui on va encore vous parler d'un sujet badass. Ah, il y a Chris qui veut faire le Jones. Mais, écoute, je croyais bien faire et puis badass, c'est swag non? Quel est le secret de votre swag? Super swag le sujet. Le suicide. Ouais, encore. Sauf que cette fois-ci on va vous emmener au pays des gens qui sauvent plein de vies avec pas beaucoup d'argent. Et oui, on va parler un peu d'argent, même si ça peut vous paraître choquant, mais c'est un paramètre très important à prendre en compte lorsqu'on veut raisonner à l'échelle d'une population tout entière et mettre en place une politique de santé publique. Et pour compléter cet aspect, et après on n'en parle plus, promis, on a même calculé le coût d'une tentative de suicide et d'un suicide. Le coût pour le système de santé et le coût sociétal. En gros, un suicide c'est 400 000 € pour la société et 15 000 € pour le système de santé. Alors oui, ça peut paraître déplacé de chiffrer la vie d'un homme, de chiffrer l'impact que ça peut avoir un suicide sur l'ensemble de la famille. Mais c'est très important parce qu'au niveau ministériel, on passe son temps à évaluer le coût de tel ou tel programme. Et pendant très longtemps, il faut bien avouer que beaucoup de gens pensaient que c'était les soins qui coûtaient cher. Heureusement, depuis quelques années, grâce aux analyses médico-économiques, on sait que c'est la maladie non prise en charge qui coûte cher. Et pour vous donner un exemple, 400 000 €, c'est le coût d'une équipe tout entière de prévention du suicide pour 1 an. Ok, ceci étant posé, on va enfin pouvoir s'intéresser à ces fameuses idées simples qui permettent d'épargner des vies. Et tout commence dans les années 50 dans un petit bled d'Angleterre, avec le révérend Chad Vara. Un nom qui ne vous dit probablement pas grand-chose, et pourtant c'est en partie grâce à cet homme que l'idée d'une prévention du suicide est née dans le monde. Et ouais, avant Chad, c'est un petit peu comme si on s'en foutait complètement en fait. À l'échelle de la société, je veux dire. Ben ouais, en dehors de quelques initiatives locales, il n'y avait rien. Mais en fait, c'est pas si surprenant que ça lorsqu'on pense à l'histoire de la prévention du suicide et des différentes phases par lesquelles elle est passée. Dans un premier temps, disons jusqu'au début du XVIIIe siècle, le mot n'existait tout simplement pas. Suicide est un néologisme formé de sui, se, et cide, qui vient de caedere, tuer, mais dans un sens très violent, puisqu'il se réfère au mouvement de l'âge des bûcherons. Par ailleurs, il est assez marquant de constater qu'en français, on dit se suicider. Une façon probable de montrer toute l'ambivalence du geste. C'est le moi-sujet qui tue le moi-objet. On vous en a déjà parlé de l'ambivalence et de son importance dans le suicide. Bref, pendant longtemps, le suicide n'a pas été pris en compte par la société. Soit par interdit religieux, c'était interdit, un point c'est tout, soit au nom de principes philosophiques discutables. C'est ma liberté, point à la ligne. Un premier virage a été entamé lors de la dépénalisation du suicide par le Code napoléonien. Mais c'est surtout grâce à l'ouvrage de Durkheim, Le suicide, que les choses ont pu bouger. En résumé, Durkheim affirme que le suicide, loin d'être l'apanage de la sphère intime, peut être analysé d'un point de vue sociologique, on peut donc en parler et peut-être agir dessus. Et du coup, on revient à notre bon vieux révérend. Touché par le décès par suicide d'une jeune fille de 14 ans qui venait d'avoir ses premières règles, oui je sais, moi non plus je trouve pas les mots, il décide d'agir. D'une part, il monte un programme d'éducation à la sexualité, et d'autre part, il crée les Samaritans, des bénévoles que l'on peut joindre par téléphone en cas de besoin. Thank you for taking the call. It takes a great person to be a good listener. At Samaritans, 1 of 5 callers are suicidal. Et oui, comme vous l'avez compris, les Samaritans sont bel et bien les ancêtres de notre fameux SOS Amitié qui est né en France en 1961. Allô, détresse amitié. Oui, joyeux Noël, monsieur. Mais monsieur, vous ne me dérangez pas, je suis là pour vous écouter. Eh bien, je vous appelle parce que je suis très seul ce soir. Eh bien non, monsieur. Justement, vous ne l'êtes plus. Toute l'équipe de détresse amitié est là qui vous écoute. Le grand changement que cela apporte, c'est que le suicide cesse de devenir un sujet tabou, enfin en tout cas en partie, et on peut commencer enfin à y réfléchir à l'échelle de la société. Cela va aboutir notamment en France à la création du groupement d'études et de prévention du suicide, le GEPS, une association scientifique française complètement consacrée à la problématique du suicide. Mais nous, on va plutôt s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Parce que c'est à San Francisco que les choses vont prendre un tournant différent. Et ça, en grande partie, à cause de son joli pont rouge. Comme beaucoup de villes comportant un pont célèbre, San Francisco est devenu un hotspot, c'est-à-dire un lieu où on vient particulièrement se donner la mort.
Et des exemples comme ça, il y en a partout dans le monde. San Diego, le pont Humber en Angleterre, l'Australie, la Floride, bref, des lieux identifiés comme suicidogènes sans que personne ne fasse rien. En fait, pour vous donner un exemple, il a fallu près de 30 ans entre le moment où on a identifié le pont de San Francisco comme un hotspot et le moment où on a mis en place des filets anti-sauts. En tout cas, c'est à San Francisco qu'un psychiatre, le docteur Moto, va faire basculer les choses. Un jour, il se rendit au domicile d'une personne décédée par suicide à la demande de ses confrères de médecine légale. Et il trouva un petit mot sur lequel était inscrit « Je vais sur le pont, si quelqu'un me sourit en chemin, je ne sauterai pas ». Et là, notre bon docteur s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, quelque chose de simple, quelque chose pour montrer aux sujets en difficulté que quelqu'un, quelque part, se préoccupait de leur sort. I'm coming. This is not a joke. I'm committing suicide. Alors, il a eu une idée toute bête, leur envoyer des courriers personnalisés, écrits à la main, juste pour dire qu'on pensait à eux, qu'on était là au cas où. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner toutes les formes d'intervention, ça veut juste dire qu'il faut compléter les systèmes existants avec des mesures de connectedness. Connectedness, c'est un néologisme anglo-saxon qui signifie à peu près rester en contact, rester en lien. Et l'idée a paru tellement simple à plein de monde qu'elle a fait des petits, et qu'il y a plein de gens qui ont tenté de la reproduire, voire de l'améliorer. Et là, c'est un nouveau tour du monde qu'on vous convie. On va commencer en Australie avec l'équipe de Carter, qui en reprenant un peu l'esprit des travaux de Moto, a décidé d'envoyer des cartes postales. Bon, c'était un peu moins personnalisé, mais l'idée était là. D'ailleurs, c'est une expérience qui a été reprise récemment en Nouvelle-Zélande par l'équipe de Bautrey. D'autres, des Anglais de Bristol, et devinez quoi, il y a un pont à Bristol, ont décidé de distribuer des cartes de crise, des petites cartes de visite sur lesquelles sont inscrites un numéro de téléphone joignable H24. Ailleurs, en France notamment, certaines équipes ont décidé de mettre en place des rappels téléphoniques. Enfin, d'autres se sont lancés dans des programmes plus ambitieux, comme des interventions psychothérapeutiques pendant les semaines qui ont suivi un geste suicidaire, ou comme des interventions à domicile. Des super idées, mais très coûteuses en temps et en ressources humaines, et surtout inapplicables à l'échelle d'une population. Et oui, rappelez-vous que rien qu'en France, on estime qu'il y a à peu près 200 000 tentatives de suicide par an. Ouais, 200 000. Et puis par ailleurs, il y a une autre idée très importante, c'est que c'est pas parce qu'on a fait une tentative de suicide qu'on va en refaire une dans l'avenir. C'est même le contraire en fait. Après une tentative de suicide, 60% des sujets ne récidiveront jamais. Vous comprenez donc toute la difficulté, toute la subtilité de mettre en place un programme de prévention. Il faut à la fois être proactif, aller vers les gens qui sont en difficulté, sans être intrusif. Par exemple, les cartes ressources qu'on remet au sujet, il peut les lancer à la poubelle. Les cartes postales, il n'est pas obligé de les lire. Et le téléphone, il peut toujours le bloquer. Vous avez compris, c'est assez subtil cette histoire. Et puis il reste la question qui tue, est-ce que c'est efficace tout ça? Tu veux dire, est-ce qu'on sauve vraiment des vies juste en remettant une carte de visite ou en envoyant une carte postale? Eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, oui. Et ça s'appelle un dispositif de veille. Les dispositifs de veille ne sont là que pour compléter les réseaux qui existent déjà, les réseaux de soins. Et puis, chaque dispositif semble avoir une efficacité sur une sous-population spécifique. Les cartes ressources, par exemple, ça marche pour les primo-suicidants, ceux qui font une tentative de suicide pour la première fois, alors que ça marche pas chez les autres. Contrairement au rappel téléphonique qui semble plus efficace chez les récidivistes. Et à Lille, on a eu l'idée de combiner ces différentes formes de veille pour tirer le meilleur parti de ces différentes initiatives. Ça s'appelle Vigilance. Bon, moi je voulais l'appeler Watchmen, mais le professeur Guillaume Veva n'a pas voulu. Vigilance est un dispositif qui s'adresse à tous ceux qui ont fait un geste suicidaire et qui sortent d'un centre de soins, les urgences, la réanimation ou autres. Au moment de leur sortie, on leur remet une carte de crise, juste au cas où. Si c'est leur première tentative de suicide, on les laisse tranquilles et on ne les rappelle que 6 mois plus tard. S'il s'agit au moins du second geste, on les rappelle entre la 2e et la 3e semaine et 6 mois plus tard. Et pour tous ceux pour qui on est inquiet, sans être dans l'urgence, on leur envoie des cartes postales. En attendant, tout le monde peut toujours appeler le dispositif. Simple, non ? Mais ça ne suffit pas. En fait, l'équipe d'infirmiers et de psychologues chargés des rappels téléphoniques est basée au sein du SAMU Centre 15. Du coup, lorsque l'on tombe sur une crise suicidaire, eh bien on bénéficie de toute l'expérience et de toute l'expertise de l'équipe de régulation. Please hold on a second while I check with our technical department.
Ok, j'ai pigé le principe, mais du coup, à Lille, il y a que Vigilance qui bosse? Oh que non! Et en plus de ça, ça ne servirait pas à grand chose. Le principe d'une veille, c'est d'être partagé, que tous ceux qui doivent être préoccupés par un sujet le soient. Du coup, à chaque fois qu'on est en contact avec le sujet, on envoie du courrier à tous les partenaires de soins. Et du coup, tout le monde reste en vigilance. Téléphone, lettres, carte postale. Mais Chris, on est en 2017, c'est pas un peu has-been tout ça? Ben détrompe-toi, les cartes postales aujourd'hui, ça a d'autant plus de valeur que le seul courrier physique qu'on reçoit, c'est des factures ou des pubs. Il y a mieux comme support social, tu crois pas? Mais en fait, tu as raison. Du côté de la Bretagne, on commence à utiliser les SMS. Et en Nouvelle-Zélande, on commence à utiliser les emails. Et d'autres projets numériques sont en cours de développement. Chatbot, forum, etc. Toutes les mesures qui permettent de créer du lien. Oui, mais un vrai lien, un lien sincère et honnête. Il faut des modérateurs, des vrais gens derrière tout ça. Bah ça en même temps, est-ce que c'est pas le travail des associations? Si, évidemment, mais chacun doit rester dans son rôle. Le désespoir, la tristesse, la solitude, c'est le rôle du support social. La dépression, la schizophrénie, le suicide, ça, c'est le rôle du système de soins. En fait, on est complémentaires. C'est ensemble qu'on peut lutter contre le suicide. Bien sûr, le suicide, on n'a pas fini d'en parler. Mais maintenant, vous comprenez pourquoi tout ne se joue pas dans les centres de crise, aux urgences ou en réanimation. Non, le suicide, c'est un combat de tous les instants, sur tous les fronts. Ensemble. Ouais, ensemble. Toi aussi, avec ton forfait SMS et MMS illimité. Toi aussi, d'avoir envoyé des textos à quelqu'un qui va pas bien, simplement pour montrer que t'es là. Au cas où. Voilà, on espère que cette nouvelle chronique vous a plu, que vous avez appris quelques petites choses. On voulait surtout vous remercier d'être de plus en plus nombreux et de la qualité de vos commentaires. Alors, continuez, partagez sur Facebook, sur Twitter, et si vous avez quelques sioux de côté, donnez-nous-les sur un Tipeee. Et surtout, n'oubliez pas que la folie est parfois la meilleure façon d'affronter la réalité. Ciao!